et je vais demander à Séverine Van Weyenberg, la juriste de NTF, de venir nous présenter son sujet. Merci, Monsieur le Président. Bonjour aux nouveaux venus, messieurs les directeurs. Oui, je suis petite. Messieurs les présidents, directeurs, chefs de cabinet, messieurs et mesdames en vos titres et qualités, certainement. J'ai le grand honneur ce soir de vous présenter, pendant une demi-heure, 40 minutes à peu près, ce qu'est l'expertise juridique. C'est le choix qui a été fait cette année-ci par NTF, d'abord parce qu'il y a eu cet engagement donc, pour une juriste que je suis, de vous exposer, d'essayer de vous convaincre en quoi consiste le métier de conseiller juridique et de voir en quoi ça pourrait apporter des éléments positifs pour NTF et ses objectifs. Alors je découvre ma machine. Alors évidemment, étant donné qu'un juriste a la réputation d'être souvent difficile à supporter, voire incompréhensible, je me suis permis quelques légèretés, histoire d'alléger un peu mon texte, qui pourra peut-être à certains moments être un peu lourd, parce que le droit est une matière complexe, vous le savez certainement tous. Alors si je cherche la définition de ce qu'est le droit, on me dit que c'est un ensemble de règles qui régissent les rapports entre les membres d'une même société, et que le droit veut dire aussi que c'est une science qui a pour objet de les étudier. Si je cherche ce qu'est un juriste, en sociologie, pour notre vie de tous les jours, le juriste est souvent perçu comme une personne rigoureuse, c'est-à-dire précise, exigeante, stricte, sévère, voire difficile à supporter comme un hiver. Alors évidemment, le juriste, quand il se positionne, il se dit aussi, oui, mais moi, ce que je peux apporter aussi, et c'est ça peut-être toute la distinction par rapport à un avocat ou à un notaire, parce qu'on a souvent difficile à comprendre quelle différence il y a entre ces différents métiers, c'est que le service juridique au sein d'une entreprise, l'expertise en elle-même, c'est une aide à la décision auprès des dirigeants qui n'ont pas forcément la réponse dans l'état actuel des choses. En général, l'expertise requiert, elle, non pas de la rigueur, mais de la diligence, donc de la rapidité, du zèle. Et on peut aussi entendre l'expertise comme de la consultation. Alors pourquoi le conseil d'administration de NTF a donc décidé d'engager en interne une compétence juridique ? Si je dois essayer de synthétiser donc mes trois personnages, du droit au juriste à l'expertise, je peux résumer mon métier de manière schématique en disant que d'abord le droit c'est de l'étude. On étudie toute sa vie quand on est juriste parce qu'en effet on doit assurer une veille juridique. La veille juridique c'est se tenir au courant des modifications de législation, se tenir au courant de l'actualité, donc dans les mouvances sociétales qui font en sorte qu'on modifie les législations. C'est aussi tenir compte de toute la jurisprudence et de la doctrine qui est rédigée à partir de cette jurisprudence. À partir de cette veille juridique, on va pouvoir amener des éléments d'information auprès d'une stratégie. Et ça, je vais vous expliquer un peu par la suite. Et souvent, cette veille juridique va permettre justement cette aide à la décision parce que nous allons nuancer, le juriste va nuancer les orientations à prendre parce que souvent, le droit, ce n'est pas qu'une question de virgule, c'est souvent des éléments, ça c'est complexe à dire, c'est de la structuration. C'est aussi souvent, quand je dis une structuration, c'est la manière dont les mots sont placés, l'historique aussi, voir d'où on vient, c'est ce qu'on appelle l'esprit de la loi. Pourquoi est-ce que le législateur a choisi tel élément par rapport à d'autres? Donc tous ces éléments-là sont importants à apporter auprès d'un organe de décision. Alors j'ai dit aussi que le juriste peut apporter de la consultation. Et la consultation, ça peut être 3 éléments. C'est informer, conseiller, négocier. Informer, c'est pour prévenir. Conseiller, c'est pour orienter, et négocier, c'est pour apporter des solutions. Alors je vous rassure, je vais essayer d'être plus concrète que ça,
en vous disant que l'aide à la décision, donc ça c'est mon premier point sur le fait d'éclairer une stratégie. Si je dois vous expliquer un des cours fondamentaux qu'on apporte dans les cours de droit, c'est d'abord le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. C'est un principe qui est souvent ignoré par la plupart, même si ça a été enseigné, c'est de comprendre que notre démocratie est basée aujourd'hui sur 3 pouvoirs. Donc après la Révolution française, on a divisé 3 pouvoirs pour que ça n'appartienne plus à un seul organe ou à un seul homme. Cette séparation des pouvoirs, ça veut dire qu'il y a un organe qui décide des lois. En l'occurrence, chez nous, en région wallonne, c'est le Parlement wallon qui dicte le droit, les lois, donc par rapport à, on appelle ça des décrets au Parlement wallon. Le gouvernement wallon, c'est le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir exécutif. C'est celui qui exécute les décrets. Donc, ce n'est pas celui forcément qui prend des décisions, c'est celui qui ne fait que mettre en application ce qui a été décidé dans les décrets. C'est un élément souvent important parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, le gouvernement fait, aussi bien au niveau wallon que fédéral, fait aussi bien des propositions, fait beaucoup plus de propositions de lois et de décrets que le Parlement wallon, qui est de moins en moins créatif au niveau de nouvelles législations. Sauf, par exemple, on peut prendre les cas d'euthanasie, la problématique sur l'euthanasie, sur l'avortement, sur le mariage des homosexuels. Ce sont toutes des questions sociétales qui sont davantage prises par le Parlement. Mais aujourd'hui, le gouvernement wallon n'est qu'un pouvoir exécutif, mais qui a donc pour objet d'appliquer toutes ces législations. Forcément, en dessous du gouvernement wallon, nous avons d'autres pouvoirs aussi. Je n'ai pas indiqué ici les provinces qui ont encore une compétence en région wallonne. Nous avons évidemment le ministre qui est délégué du gouvernement, son administration et les 262 communes de la région wallonne. Et si je prends mon troisième pouvoir, ça c'est extrêmement important, c'est tous les cours et tribunaux, ce sont les juges, qui sont amenés à trancher des conflits civils, à sanctionner des peines pénales et à contrôler les organes que sont le gouvernement et le Parlement, notamment via le Conseil d'État. Alors si je complexifie encore ma structure, et encore elle est extrêmement simplifiée ce soir, c'est qu'au niveau européen, nous avons exactement la même construction. C'est-à-dire qu'on a un Parlement européen qui prend des directives ou des règlements, une Commission européenne qui est un pouvoir exécutif, et 2 tribunaux européens que sont la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme qui n'ont donc pas les mêmes compétences. Et là où vous retrouvez, en tant que personne physique ou personne morale par l'intermédiaire de votre société, c'est que vous établissez des contrats. Et les contrats ont valeur de loi, mais la loi est toujours supérieure au contrat. Et donc, à ce niveau-là, oui, j'aurais plus à dire par rapport à ça. Oui, l'idée me vient d'après. Alors, pourquoi je vous explique un élément aussi structuré ? C'est parce que dans le cas, et j'en reviens à mon idée du juriste qui apporte une veille juridique pour améliorer une stratégie d'un organe décisionnel, c'est parce que si je prends l'exemple de Natura 2000, et on en revient à nos dossiers spécifiques de NTF, c'est que la veille juridique va permettre de prendre différentes températures de ce qui se passe dans les différents hémicycles régionaux et européens. En effet, au niveau de Natura 2000, nous savons que Natura 2000 est mis en application en droit interne par le Parlement wallon qui a transposé la directive dans la loi sur la conservation de la nature. Et on sait aujourd'hui que l'Europe commence tout doucement, les États membres commencent tout doucement à s'interroger sur la sévérité de la directive Natura 2000, donc la directive oiseaux et habitats. Donc des États membres commencent tout doucement, donc on sent tout doucement que le mouvement change en se disant on a peut-être été trop loin, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir cette législation ? C'est juste une température qu'on a aujourd'hui, on n'a pas d'informations supplémentaires, mais c'est quelque chose qu'on sent dans l'actualité. Au niveau de la Commission européenne, par contre, on sent qu'au niveau du gouvernement wallon, qui est en retard d'adoption des arrêtés de désignation,
que justement la Commission européenne commence à secouer la région wallonne, on l'a vu dans les différentes actualités récentes, en disant « vous n'allez pas assez vite », il y a des constatations de dégradation d'état de l'environnement, donc qu'est-ce que vous, région wallonne, vous allez faire pour répondre à ce retard? Et si j'ajoute, et ça à mon avis, je suis à peu près la seule personne qui le dira aujourd'hui, et je serai peut-être provocatrice pour certains, c'est qu'au niveau, non pas du Conseil d'État, parce que là, étonnamment, il n'y a pas encore énormément d'arrêts qui sont pris, vu que Natura 2000 a pris énormément de retard sur le terrain, forcément, les conflits ne sont pas encore révélés, mais au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne, l'année dernière, l'Italie a saisi la Cour de justice pour poser une question spécifique par rapport à l'extension d'un aéroport. Et donc vous avez les références ici de cette Cour de justice en avril de l'année passée. Alors je vais rien trop vite. Voilà. Alors le Conseil d'État italien, donc vous savez qu'une décision, ça prend toujours 20-40 pages. Je vous ai enlevé la substance essentielle de cette décision. Nous enseigne, donc cette décision nous enseigne que lorsqu'un site n'est plus en mesure de contribuer aux objectifs de Natura 2000, l'État membre est tenu de proposer à la Commission son déclassement. Et la Cour ajoute que cette obligation s'impose davantage si le site est un terrain qui appartient à un propriétaire privé dont l'exercice de ce droit est restreint. Sinon, ça équivaudrait à une violation de propriété privée. Et elle conclut, la Cour, que les États membres ont l'obligation de prévoir une procédure de déclassement à l'initiative du propriétaire et à condition, évidemment, qu'il puisse alléguer la dégradation environnementale. Je suis sûre que si je dis ça aujourd'hui à nos représentants politiques, à notre administration, on va me répondre « Ah oui, mais c'est déjà prévu dans notre législation ». Le déclassement, en effet, est prévu, puisque on l'a déjà fait, on a adapté les mesures de gestion en passant, par exemple, des UG2 aux UG3. Et pourtant, si on lit convenablement la décision, et c'est peut-être ça où le juriste a son importance, qui va dire non, non, la décision de la Cour de justice, c'est pas ça qu'elle dit. Ce qu'elle dit, c'est qu'on peut réduire, donc le déclassement, c'est aussi réduire les périmètres des sites Natura 2000, ou éventuellement de retirer ce site, dès le moment où il ne peut plus répondre aux objectifs. Donc ça veut dire qu'actuellement, la région wallonne, dans sa législation, n'a pas prévu cette procédure de déclassement et devrait à un moment donné, idéalement, le prévoir. Donc moi, en tant que juriste, tout mon boulot consiste donc à pouvoir éclairer mon organe de décision, qu'est le conseil d'administration de NTF, et de dire « Attention, il y a une mouvance, il y a quelque chose qui se passe sur le terrain, par le pouvoir judiciaire et qu'il est important de pouvoir reporter parce que peut-être personne d'autre que nous ne le fera. » C'était mon premier exemple. En effet, l'idéal sera à un moment donné, donc là je m'adresse à nos amis de l'administration qui sont ici présents, ou de nos autres amis partenaires socio-économiques et environnementaux, que la veille juridique auquel je procède tous les jours, permet d'éclairer une stratégie, celle de NTF en l'occurrence, qui, à un moment donné, ira auprès des députés du Parlement wallon, auprès du gouvernement, du ministre compétent et de l'administration pour faire état de cette décision et de poser les questions, en effet, de quel est l'état d'avancement par rapport à Natura 2000. Et en effet, la stratégie fait en sorte qu'aujourd'hui même, je peux poser la question au ministre ou à son représentant, quelle est votre vision par rapport aux éléments Natura 2000 que je viens de citer? Donc ça, c'est ma première question pour le ministre qui aura l'occasion de prendre la parole après moi. Alors, deuxième élément, au niveau de la consultation. La consultation, donc je vous ai dit, c'est la possibilité de vous apporter une information, un conseil ou de vous proposer une négociation. Alors si je prends un premier exemple de quelque chose qui pourrait vous aider, et là je regarde avec sourire mon ancien président, M. Coulonval, mon ancien chef de service
Alain Mazur qui ont le plaisir de nous accompagner ce soir. Pour revenir sur la question du bail à ferme, en effet, nous sommes tous à peu près convaincus ici que le bail à ferme a ses raisons d'être revu. Et un exemple que je peux citer, c'est que je travaille à la Fédération Wallonne de l'Agriculture ou chez NTF, la première question récurrente que l'on me pose, c'est de savoir ce que je peux faire en tant que bailleur et preneur pour ne pas tomber dans le bail à ferme. Ces 9 questions sur 10 sont celles-là. Et en effet, le bailleur a reçu l'information qu'il était possible de signer des contrats de location avec un agriculteur potentiel, mais qui ne soit pas reconnu comme du bail à ferme. Et on parle souvent des contrats de moins d'1 an, ce qu'on appelle aussi des contrats de vente d'herbe. Alors, si on n'est pas agriculteur, si on ne connaît pas le secteur, on dit au preneur, ah ben, c'est très bien, moi ça me convient, un contrat qu'on répète chaque année, c'est très bien. Et puis, quelques années plus tard, parce qu'il y a un conflit qui explose, peu importe les raisons, c'est pas mon objectif ici, on se retrouve chez le juge de paix, et le juge de paix reconnaît que ce contrat de moins d'1 an est bel et bien du bail à ferme. Et le bailleur réagit en disant « Oui, mais non, moi je pensais que j'avais signé un contrat qui n'était pas du bail à ferme parce que c'était un contrat répétitif chaque année. Il y a peut-être un détail qu'on ne lui a pas dit à l'avance, l'information pour prévenir. On ne lui a pas dit que la législation impose de répondre à 4 conditions pour ne pas être sous le bail à ferme. Il faut que ce soit bien un contrat de moins d'1 an, que le propriétaire fasse lui-même les travaux de préparation, les travaux de fumure, que la culture soit déterminée chaque année, donc ce soit le propriétaire qui décide du type de culture et pas de la liberté culturelle du preneur. Et ce n'est possible que si le propriétaire est lui-même agriculteur. Donc, vous aurez compris que si le bailleur, le propriétaire s'était renseigné dès le départ, il aurait compris que ce qu'on lui propose, à l'insu ou pas du preneur, parce que lui-même parfois n'est pas au courant, il s'est bel et bien retrouvé dans un contrat de bail à ferme qui l'engage donc presque à perpétuité. Ça, c'était pour ce qui est d'informer. Et je reviens à ma stratégie auprès du ministre et son représentant. Le cadre légal actuel pour le bail à ferme étant inéquitable pour le bailleur, Monsieur le ministre, que comptez-vous entreprendre pour remotiver les propriétaires dans l'intérêt du propriétaire et de l'agriculteur? Conseiller, c'est pouvoir vous donner des orientations. Souvent, quand on me consulte, je reçois des gens qui viennent avec un problème, et plus on tire, et plus on a toutes sortes de ficelles qui en sortent. Et mon job consiste à dire, voilà, moi je peux vous proposer plusieurs portes. Mais c'est à vous de décider. Mais je vais vous éclairer sur chacune des portes. Si je prends un exemple qui, heureusement, n'est pas de la compétence du ministre Collin ce soir, mais qui est très important parce que c'est une question qui revient très souvent et qui appartient au Quatup ou le CODT, qui devrait paraître sous peu bientôt. Si vous achetez un bien, vous héritez d'un bien qui fait l'objet de constructions faites sans permis, qu'est-ce qui se passe? En effet, peut-être qu'au moment où vous achetez, il ne se passe rien. Et puis peut-être que vous recevez l'unité de répression du service de l'urbanisme qui vient vous dire « Ah oui, mais il y a les 3/4 qui a été fait sans permis ». Ou vous-même, vous voulez construire, on vous dit non, vous ne pouvez pas construire tant qu'il y a des infractions urbanistiques sur votre bien. Vous devez d'abord les régler. En effet, la législation est très claire et dit que construire sans permis est une infraction, mais maintenir la construction sans permis est également une infraction. Mais en plus, cette infraction, ce n'est pas comme en droit pénal où l'infraction suit la personne, donc la personne qui est fautive, l'auteur, le coupable. Dans les cas d'infraction urbanistique, cette infraction, elle suit le bien. Donc même si la faute ne vous est pas imputable, parce que vous avez acheté ou hérité d'un bien, vous en restez pourtant le débiteur. Et l'infraction est imprescriptible. Donc vous ne pouvez pas dire « oui, mais il y a 30 ans que ça a été construit, etc. » Cette infraction, puisque le maintien de la construction sans permis est une infraction, c'est une infraction continue qui reste. Donc ce qu'on vous dit, et encore j'ai limité
j'ai limité les effets de surprise. Vous avez deux issues. En tout cas, c'est dans les courriers que vous recevez que vous le comprenez. Soit on vous dit que ces infractions sont régularisables, c'est-à-dire que c'est pas trop moche. Ouais, c'est ça, grosso modo. Mais on vous dit, avant ça, il faut payer une amende. Alors pour les exploitations agricoles, elle est de 25 € du mètre carré, plafonnée à 25 000 €, 1 million de francs belges. Ou alors, vous devez remettre en état. Remettre en état, ça peut être simplement mettre un bardage en bois, parfois c'est tout démolir. Et avec la nécessité de reconstruire l'équivalent pour pouvoir abriter le matériel. Alors si vous avez l'occasion de rencontrer un juriste qui connaît cette matière, il pourra vous dire, ok, la situation est tendue, mais pas forcément complètement désespérée. En effet, il est possible de trouver des solutions intermédiaires par rapport à cette amende ou à remettre en état, en sachant que parfois il est possible, ce sont des possibilités que j'émets ici, sachant que chaque cas pratique que je rencontre est toujours différent, et ce que je conseille est toujours adapté aux circonstances particulières. Le plus fréquent, c'est adapter le montant de la négociation, le montant de l'amende. Le fonctionnaire a peut-être compté l'intégralité du bâtiment comme non conforme, alors que c'était peut-être 1 mètre trop long qui a été construit sans permis. Donc là, on peut essayer de ramener l'infraction à ce mètre de trop. On peut aussi demander des délais de remboursement, terminer l'exploitation agricole et puis tout démolir après seulement. Ça permet au moins de terminer l'exploitation. On peut négocier des aménagements, donc peut-être, on sait bien que l'urbanisme vient avec des aménagements parfois très coûteux, et en discutant avec eux, il y a parfois moyen d'arriver à des aménagements beaucoup moins coûteux et qui finalement rendent la chose moins moche. Enfin, sachez que dans le Quatup, il est prévu qu'il est possible d'annuler la vente. Donc si le vendeur vous vend un bien sans vous avoir prévenu qu'il y a des infractions urbanistiques, vous pouvez faire annuler cette vente. Évidemment, ce n'est pas la solution qui vaut dans certaines situations, mais elle est possible, et peut-être que personne ne vous l'a dit. Donc vous voyez, conseiller, c'est vous montrer qu'il y a différentes portes, et pas une seule au départ. Je n'ai pas de questions au ministre dans ma stratégie par rapport à ce point. Par contre, si je passe à mon 3e point qui est négocier pour solutionner, là je viendrai sur mon plat d'honneur avec la question sur les chemins et les sentiers. Aujourd'hui, systématiquement, quand on contacte et NTF et la Fédération Wallonne de l'Agriculture, c'est en général pour une seule question. C'est une commune qui, par la pression de certains usagers, veut rouvrir un ancien chemin qui est repris à l'Atlas vicinal, en prétendant que maintenant on peut le faire depuis 2012, de manière généralisée, et que vous ne pouvez pas protester, sous différentes explications d'imprescriptibilité. J'aurai certainement l'occasion d'en débattre avec vous, en particulier ou lors de conférences. En effet, et là j'ai fait très bref aussi, il y a peut-être 3 choses à retenir, au moins ici. C'est que l'atlas vicinal n'a pas de valeur juridique. C'est un élément que pratiquement personne ne sait. Donc ce n'est pas parce qu'un sentier qui passe éventuellement chez vous, qui passait, est inscrit à l'atlas et que vous avez des promeneurs qui viennent avec un atlas vicinal, cet atlas n'a pas de valeur juridique. C'est un début de preuve. C'est le point de départ d'une évaluation d'état de fait par rapport à l'état de droit. Je n'irai pas plus loin aujourd'hui. Et deuxième chose, c'est que le nouveau décret n'a pas pour effet d'annuler les droits acquis. En effet, vous avez certainement entendu ou vous êtes posé la question de savoir ce que voulait dire l'imprescriptibilité. Les chemins sont devenus imprescriptibles depuis 2012. C'est-à-dire que même si plus personne ne passe dessus, il existe toujours juridiquement. Mais ce qu'on oublie très souvent de dire, c'est que, et le Conseil d'État l'a très bien rappelé, c'est que c'est sans préjudice des droits antérieurement acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, exemple que je prends tout le temps, un chemin qui n'a pas été parcouru entre 1930 et 1960, donc pendant une période de 30 ans, il est mort en 1960. Le fait d'y repasser par la suite n'a pas pour effet de le ressusciter.
Mais il y a plein de gens qui disent non, 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 depuis 2012, on peut repasser sur tous les chemins parce qu'ils sont imprescriptibles. Donc vous voyez, c'est une information juridique à faire passer, et Dieu sait ce qu'elle est difficile aujourd'hui, puisque les communes reçoivent une mauvaise information. Alors ce problème-là existe parce que justement, et ça je dois le dire très clairement aujourd'hui, après à peu près 4 ans de négociations, ou de fausses négociations, l'information qui est véhiculée sur les chemins et les sentiers sont une information très partielle au bénéfice de la lutte contre les propriétaires. Et donc ce que nous demandons aujourd'hui, je reviendrai après là-dessus comme exemple, c'est justement, même si ce n'est pas de la compétence du ministre Collin, mais en tant que ministre de la ruralité, et Dieu sait ce que les chemins, les sentiers, donc tout ce qui est promenade, loisirs, fait partie de la fonctionnalité de la ruralité, il est nécessaire d'avoir une correcte concertation entre les usagers, la commune, et les usagers, c'est à pied, à cheval, en moto, les agriculteurs et les propriétaires. Et si je prends encore un autre exemple, si je ne vous ai pas encore convaincu de mon utilité auprès de NTF, c'est peut-être écrit tout petit, c'est pas fait exprès. Alors ne cherchez pas de virgule, parce que souvent on pense que les jurys, c'est qu'une question de virgule. Pour essayer de trouver un consensus, certains proposent des servitudes conventionnelles de passage entre la commune et le propriétaire. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous embêter en rouvrant un chemin en plein milieu de votre parcelle, on va le mettre sur le côté, on va signer une servitude conventionnelle qui ne sera valable que 29 ans, comme ça on ne pourra pas invoquer la prescription acquisitive, c'est déjà compliqué. Et on vous fait un beau contrat, vous le lisez, vous avez beau le relire, vous dites ça me paraît correct. Alors évidemment, je me doute bien que les personnes tout au bout ne liront pas le contrat. C'est pas fait exprès, je ne l'ai pas fait exprès d'écrire tout petit comme on voit tout le temps dans les clauses contractuelles. Regardez juste ceci. Voyez en rouge, un juriste va détecter ceci. C'est-à-dire que par un contrat qui circule en ce moment, il est indiqué ex-sentier vicinal, et puis la ligne d'après, ce ex-sentier vicinal n'est déjà plus ex. Et puis on met les parties conviennent d'un passage pendant 29 ans, et la convention peut même être résiliée à tout moment. Donc le propriétaire se dit, c'est super, si moi le jour où j'ai plus envie, je résilie cette servitude de convention et on passe plus chez moi. Eh bien non, parce qu'il y a une petite phrase en dessous qui dit, dans ce cas, son tracé initial de l'Atlas est rétabli de plein droit en attendant une nouvelle convention. Donc ça veut dire que vous avez reconnu l'existence d'un sentier qui pourtant, si vous aviez fait valoir vos droits, avait disparu. Donc vous voyez, ce sont des tout petits éléments, donc vous voyez, il ne fallait pas chercher la virgule, ce sont des petits éléments qu'a priori vous ne voyez pas et qu'un juriste, que humblement je suis, je peux vous apporter. Donc ça, la question au ministre, la troisième question au ministre, je l'ai abordée. Et donc si je peux essayer de vous dire maintenant concrètement comment est-ce que NTF et moi-même proposons ce service juridique, il s'agit de, comme vous l'avez sûrement compris, de d'abord pouvoir vous apporter une information. Mais c'est aussi une analyse juridique. Et là, le jour où on se rencontrera, j'en suis persuadée, vous verrez certainement qu'entre me poser une question de manière très générale et de m'exposer votre problème particulier, mon analyse sera complètement différente. Parce que chaque circonstance fait en sorte que le diagnostic juridique change. Et donc ça, c'est un élément important. Je pourrais vous proposer des pistes de solutions. Donc de dire, écoutez, c'est intéressant de faire ceci ou cela. Parfois, je l'ai déjà cité, aller apporter un bouquet de fleurs à la voisine peut suffire à régler le conflit. Ce qui veut dire qu'on n'est pas toujours obligé d'aller directement en procès. Alain Mazur se souviendra peut-être de quelques conversations téléphoniques très simples que j'ai eues avec des gens. Ça peut être rédiger des courriers pour pouvoir répondre à une commune. Parfois, je vais sur le terrain. Quand, en effet, par téléphone, on ne se comprend pas du tout, ça peut être intéressant. On peut vous proposer aussi une médiation avec les interlocuteurs. Au niveau des sentiers et des chemins, il n'y a pas photo. Quand une commune commence en disant « il faut rendre à César ce qui était à César et à Dieu ce qui est à Dieu », ou l'inverse,
et que je dis au bourgmestre, non, monsieur le bourgmestre, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Après 2 heures d'explication, il est convaincu que la législation est plus complexe que ce qu'il ne pensait au départ. Et enfin, il y a aussi l'aide au recours administratif des permis et des sanctions. Ça, c'est peut-être parce que j'ai une compétence historique là-dessus. Tout ce qui est des refus de permis d'environnement, des permis d'urbanisme, les recours ne nécessitent pas l'aide d'un avocat. Et donc, il y a des juristes qui peuvent le faire. Chez NTF, nous pouvons le faire. Alors, j'ai mis un point d'honneur sur ma grosse étoile sur les relais vers les avocats. Il s'agit bien de ne pas confondre donc les 2 métiers. Le volet avocat, c'est un autre métier. C'est quand on a des conflits sérieux où toutes les autres méthodes en amont n'ont pas fonctionné. Et ça, moi, je me mets toujours un point d'honneur à avertir la personne que je conseille dès le moment où c'est nécessaire de recourir à un avocat, de dire, écoutez, non, moi je ne peux pas vous aider, je ne suis pas compétente pour le faire. Peut-être vu l'urgence, parce qu'il y a parfois des délais de recours importants à respecter, vous devez absolument consulter un avocat. Donc nous sommes complémentaires. Je peux également vous apporter toutes sortes de conventions, de contrats types, de fiches techniques. Et ça, nous allons améliorer sur le site Internet toutes les fiches techniques, donc dans toute la partie accessible aux membres, sur des conventions types de contrats de bail, toutes les notifications du bailleur ou du preneur. Donc tous ces éléments-là seront améliorés et mis à votre disposition pour vous aider dans la gestion de votre propriété. Les matières, je n'ai pas la prétention de tout connaître. J'essaie déjà d'un peu m'y connaître en bail à ferme, en code rural, en code de l'agriculture, en Natura 2000, en aménagement du territoire. Dieu sait ce qu'il est compliqué. Les chemins, ça va déjà mieux. Le permis d'urbanisme et d'environnement aussi. Les questions fiscales, ça, n'importe quel juriste vous dira, attention, il faut aller voir un fiscaliste. Les modalités, c'est un service évidemment réservé aux membres de NTF. C'est un service qui est payant, de manière à ce que déjà moi-même je puisse gérer les demandes. Et donc très concrètement, il est prévu que la première demi-heure vous soit offerte, parce que souvent la première demi-heure c'est des informations générales. Au-delà, on rentre déjà dans de l'analyse particulière, et donc c'est 80 € net la première heure entamée, et puis 40 € la demi-heure suivante. Vous verrez si vous vous renseignez que ce sont les prix pratiqués ailleurs. Donc l'objectif chez NTF, c'est surtout d'essayer d'écumer les 20 000 € de pertes. Donc vous avez compris qu'il ne s'agit pas d'en retirer un bénéfice quelconque et de me garder à l'occasion. Et alors, je voulais vous dire aussi que ce service, vous pouvez me contacter par téléphone. Évidemment, on a souvent des réunions, donc je ne suis pas forcément là tous les jours. Par mail, par courrier, on peut prendre rendez-vous. Et vous avez ici, mais vous ne voyez peut-être pas en petit, mais j'ai mes cartes de visite. Par la suite, on peut se rencontrer. De manière, parce que Séverine Van Weyenberg, c'est long, mais une fois que c'est encodé, on m'a dit que c'est bon. Dans votre boîte d'adresse mail. Alors, je termine évidemment ici par une légèreté, mais je n'oublie pas ma stratégie. Et donc, ça me permet de dire aussi, et ça c'est très important, c'est que ce que vous nous rapportez de votre expérience sur le terrain, ça nous permet d'alimenter notre stratégie. Ça nous permet d'obtenir l'information, de savoir si la législation répond à la réalité, s'il n'y a pas des adaptations nécessaires. Donc on est à votre écoute, mais nous avons besoin aussi de votre expérience à vous, de manière aussi à pouvoir réorienter, organiser toute notre stratégie par rapport à nos différents représentants politiques. Et c'est donc pour cela que ce soir, concrètement, j'ai 3 questions à poser au ministre, ce qui me permet de lui céder la parole, en revenant donc sur une question sur Natura 2000, sur le bail à ferme et sur la concertation pour les chemins et les sentiers. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je voudrais remercier nos sponsors du jour,
dont ils sont affichés, je vous masque les noms, de la société Belle Robotique, ces fameuses tondeuses qui coupent votre pelouse sans que vous ne deviez vous en occuper, le comptoir foncier bien connu de tout le monde, Agriland et Socofor qui soutiennent notre événement, qu'ils trouvent ici l'expression de notre profonde reconnaissance.